Les MICI sont des pathologies qui nécessitent des traitements de fond à long terme pour moduler la réponse immunitaire et garder la maladie sous contrôle. En complément, d'autres traitements, comme les corticostéroïdes, peuvent être prescrits pour gérer les phases de poussée. Aujourd'hui, afin d'approfondir et d'explorer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Pierre Gessner. Il est gastro-entérologue et exerce à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour docteur Pierre Gessner. Bonjour Sam. Quels sont les principaux traitements disponibles et comment on les choisit pour chaque patient? Aujourd'hui, on a de plus en plus de traitements pour la prise en charge des patients atteints de MICI. Le premier niveau de traitement, donc ça correspond à ce qu'on appelle les aminosalicylés ou 5-ASA, qui sont des traitements qui ont une action locale sur la paroi du tube digestif et qu'on donne essentiellement dans les formes légères à modérées de rectocolite hémorragique. Et donc ils peuvent être donnés sous forme de comprimés, où ils vont se libérer progressivement au niveau du tube digestif pour traiter l'inflammation, mais ils peuvent également se donner sous forme de lavement pour traiter le rectum et une partie du côlon, le sigmoïde, ou voire même sous forme de suppositoire, parce que c'est leur action locale, et c'est vraiment le fait de contact de la paroi qui permet de traiter l'inflammation. Puis on a les corticoïdes, qui sont les traitements de la poussée, qui sont associés à des effets secondaires qu'on les donne au long cours, l'hypertension, l'ostéoporose. Donc c'est des traitements qu'on va donner seulement quelques mois. C'est pas des traitements qui permettent de maintenir la rémission. Puis on a des traitements qu'on dit immunosuppresseurs, avec différents types. Les immunosuppresseurs traditionnels ou conventionnels qui existent depuis des dizaines d'années, la famille des thiopurines, vous avez azathiopurine, mercaptopurine, le méthotrexate. Donc ça, c'est des médicaments qu'on connaît très bien et qu'on utilise tout de même de moins en moins de façon isolée. On les utilise en général en association avec ce qu'on appelle des biothérapies. Les biothérapies, c'est une famille de médicaments qui a été développée, on va dire, à partir de fin des années 90, début des années 2000, et qui a complètement révolutionné la prise en charge des patients atteints de MICI, notamment la première classe qui s'appelle les anti-TNF, et qui a permis quand même de mettre beaucoup de patients en rémission au long cours, de diminuer la nécessité de faire une opération, une chirurgie. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a complètement changé la prise en charge, et maintenant on a différentes classes. On a d'autres biothérapies qui agissent en fait sur d'autres voies de l'inflammation que les anti-TNF, parce que malheureusement les patients, même quand ils sont mis en rémission, ils peuvent rechuter. Si le traitement marche pendant plusieurs années, on peut être amené à rechuter, le traitement perd son efficacité. Donc c'est important d'avoir d'autres classes de médicaments, les anti-intégrines, des médicaments qui agissent sur des voies de l'inflammation précises. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de médicaments qui se développent dans les MICI. C'est vrai qu'il y a 15-20 ans, on parlait de la révolution des anti-TNF, l'infliximab, l'ADA. C'était vraiment vécu comme une révolution par notamment les associations de patients qui voyaient ça comme étant un énorme changement pour la qualité de vie des patients et donc la rémission de plusieurs patients. Vous nous avez parlé des différents types, des différentes classes de traitements. Quels sont les effets secondaires associés à ces traitements et comment se passe la prise en charge de ces effets secondaires, Ouais. Donc la première chose, c'est que si on propose un traitement à un patient ou une patiente, on considère qu'il y a plus de bénéfices, bien sûr, au traitement que d'effets secondaires qui sont théoriques et qui ne surviennent pas dans la majorité des cas, bien sûr. Et donc, comme tout traitement efficace, ces médicaments peuvent être associés à la survenue d'effets secondaires. Les aminosalicylés sont des traitements qui sont bien tolérés, qui ne sont pas immunosuppresseurs. Pour les corticoïdes, je l'en ai déjà un peu parlé, vous avez des effets secondaires qui nous les font administrer que sur des périodes plutôt courtes. Et après, tous les autres traitements immunosuppresseurs, ils peuvent être associés à des risques théoriques du fait de la diminution de votre système immunitaire. Le système immunitaire, il permet de réduire, de protéger contre les infections. Donc, ces médicaments peuvent augmenter le risque de faire certaines infections. D'où l'importance des vaccinations, parce qu'on peut prévenir certaines infections grâce à des vaccinations. Donc, il y a des vaccinations qui sont recommandées quand on est sous traitement immunosuppresseur, avec des rappels. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir avoir ces vaccins pour diminuer le risque d'infection. Et après, en fonction des traitements, il y a des effets secondaires qui peuvent être particuliers et qui nécessitent d'avoir un suivi spécifique.
Par exemple, sous anti-TNF, on recommande d'aller voir le dermatologue parce qu'on peut avoir des lésions qui apparaissent sur la peau et après l'intervalle de consultation il se fait en fonction de ce que souhaite le dermatologue. Donc c'est vraiment en fonction des traitements qu'on va décider quel est le bon suivi pour essayer de prévenir les complications des médicaments. Et comment la prise en charge a-t-elle évolué dans le temps, notamment grâce aux biothérapies dont vous avez parlé tout à l'heure? Donc, grâce à ces traitements, ça a été une révolution, comme on l'a dit, avec beaucoup plus de patients en rémission, moins de chirurgie. Donc, aujourd'hui, ces traitements, c'est vrai qu'on les utilise de plus en plus tôt au cours de la maladie, parce qu'on sait que ça permet, si on met le patient en rémission tôt, déjà beaucoup de traitements fonctionnent mieux sur des maladies qui sont plus récentes. Donc en fait, on a plus de chances que ça marche mieux. Et si le patient est en rémission dite profonde, ou par exemple on n'a plus d'inflammation quand on réalise une imagerie, une endoscopie, on sait que ça permet de prédire la rémission à long terme. Donc en fait, c'est vrai que c'est des médicaments qu'on débute de plus en plus tôt. Et les objectifs de rémission aussi ont changé. Avant, on se basait vraiment juste sur une rémission dite clinique, où l'objectif c'était d'avoir une disparition des symptômes. Aujourd'hui, au-delà de la rémission clinique, ce qu'on souhaite, c'est aussi qu'il y ait une diminution de l'inflammation quand on fait des examens d'imagerie, d'endoscopie, parce qu'on sait que même en cas de rémission clinique avec persistance d'inflammation, on sait qu'on a plus de risques d'avoir une poussée avec des symptômes au cours du temps. Donc on peut être amené à adapter les traitements seulement sur des éléments d'examen complémentaires, même chez des malades qui sont en rémission. Donc ça c'est vraiment, on va dire que la prise en charge a évolué comme ça. On essaie de traiter plus fort pour avoir une meilleure rémission pour les patients. Oui, parce que on a cette image souvent quand on parle des Mickey de cette courbe en se disant qu'il y a des phases de poussée et des phases ensuite de rémission. Mais est-ce qu'il y a une dégradation dans le temps globale ou est-ce que c'est vraiment ce phasage-là, rémission et poussée, qui va continuer dans la vie du patient? Donc ce qu'on sait, c'est que dans la maladie de Crohn, principalement, ces poussées, même suivies d'une période de rémission, vont avoir un impact en long cours. Et donc, en fait, on va avoir une inflammation qui va entraîner une atteinte cumulée au niveau du tube digestif. Et donc ça, justement, ça peut entraîner des complications comme une sténose, comme des fistules. Et donc, c'est pour ça que traiter au plus tôt permet d'éviter, en fait, cette atteinte cumulée qui peut nécessiter justement une chirurgie au cours du temps. Donc, au-delà de ces périodes de poussée, on sait que il y a un impact au cours du temps en termes d'inflammation cumulée pour les patients. D'où l'importance de prendre ces médicaments. Donc là, message plutôt de prévention pour les patients. Pourquoi est-ce qu'il est important d'être observant et de prendre son traitement? Donc aujourd'hui, tous les traitements, malheureusement, ils sont suspensifs, les traitements médicamenteux. Ce qui veut dire que quand on les arrête, les patients ou patientes ont malheureusement une probabilité importante de rechuter. On sait que ce qu'on dit en moyenne pour les biothérapies, même un patient qui est en rémission depuis plusieurs années sous traitement et qui l'arrête, on a environ la moitié des patients qui vont rechuter cliniquement dans l'année après l'arrêt du traitement. Et aujourd'hui, malheureusement, on a peu d'éléments qui nous permettent de savoir quels sont les bons patients chez qui on pourrait arrêter le traitement et ceux chez qui le risque de rechuter est important. Donc c'est sûr que l'observance, c'est un élément essentiel pour permettre d'avoir une qualité de vie normale. Et donc, pour avoir une bonne observance, aujourd'hui, on a des traitements, comme j'ai dit, qui peuvent se donner par voie sous-cutanée, à faire toutes les 2 à 4 semaines, des traitements sous forme de comprimés. Donc, on peut se mettre des rappels dans son téléphone. Il y a des applications qui aident justement à l'observance. Et après, c'est aussi l'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est en discutant avec les infirmières d'éducation thérapeutique, avec les médecins, pour avoir une bonne compréhension de sa maladie, une bonne compréhension des traitements, de leur intérêt. On sait que ça permet d'augmenter justement l'adhésion aux recommandations, l'observance des traitements. Parlons maintenant un peu du futur. Quels sont les axes de recherche et les nouveaux traitements qu'on peut espérer avoir dans les prochaines années pour le traitement des Mickey? Donc la recherche est très active dans les Mickey, avec développement de nouveaux médicaments qui ciblent d'autres voies de l'inflammation. Aujourd'hui, on a plusieurs familles de biothérapie et on
c'est possible qu'une classe, 2 classes, 3 classes ne fonctionnent pas et qu'on ait finalement un médicament qui fonctionne pour les patients. Donc ça, que l'arsenal thérapeutique se soit développé, c'est une grande chance et ça permet de mettre plus de malades en rémission. Et on a encore de nouveaux médicaments avec des nouveaux mécanismes d'action qui vont arriver sur le marché. On a également l'impact sur le microbiote intestinal, donc la flore intestinale. On sait que les patients atteints de Mickey ont ce qu'on appelle une dysbiose, une flore intestinale qui est différente de celle de la population générale, avec un déséquilibre entre des bactéries qui entraînent de l'inflammation et d'autres qui diminuent l'inflammation. Donc aujourd'hui, on essaye de développer des traitements qui vont moduler ce microbiote intestinal pour essayer d'avoir une flore qui se rapproche de celle de la population générale et d'avoir des traitements les mieux tolérés. Et le dernier point, en termes de traitement aussi, ce qui développe beaucoup, c'est l'alimentation. On sait que l'alimentation industrielle ultra transformée ou hautement transformée est un facteur de risque de Mickey. Et des études montrent que, en fonction de régimes particuliers, on peut réussir à diminuer l'inflammation. Donc, un message global concernant l'alimentation, c'est qu'un patient en rémission, dans la quasi-totalité des cas, peut manger ce qu'il souhaite. Il n'y a pas de restriction. Les régimes dits sans résidus qu'on propose avant la coloscopie ont réduit le nombre de fibres. En cas de poussée, ça diminue le nombre de sels mécaniquement parce qu'on a moins de fibres. Mais quand on va bien, ce n'est pas du tout un régime qui est nécessaire d'être suivi. Et on sait même que le fait de manger des produits frais, des légumes frais, des fruits frais, en fait, diminue l'inflammation en moyenne. Les gens qui ont plus un régime dit méditerranéen vont avoir moins d'inflammation au sein du tube digestif que des personnes qui, en moyenne, mangent plus de nourriture industrielle. Donc vraiment, le message, c'est que il n'y a pas de restriction dans la quasi-totalité des cas en termes d'alimentation et il faut essayer de manger des produits sains, comme on pourrait le dire en fait à l'ensemble de la population. D'accord. Donc pas de restrictions particulières pour les Mickey. Et que pensez-vous aussi des régimes qui peuvent être proposés ça va un peu à l'encontre de ce message-là, c'est-à-dire il faut manger de tout et L'important, c'est si le patient dit moi je suis un régime et je me sens mieux, l'important c'est qu'il se sente mieux, ça c'est sûr, et que le régime n'entraîne pas de carence. Donc c'est ça l'élément, parce que parfois, en plus d'avoir une maladie inflammatoire chronique intestinale, on peut avoir un syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle. Donc ça, c'est une autre maladie du tube digestif indépendamment de la Mickey. Et dans ces situations, en fait, en mangeant certains aliments, ça peut déclencher des symptômes. Et donc, dans ces cas-là, on peut éliminer un aliment et se sentir mieux. Donc, le message, c'est que on peut suivre n'importe quel régime dès lors qu'il n'entraîne pas de carence. Mais ce qui est recommandé vraiment, c'est d'essayer d'avoir l'alimentation la plus large possible avec des produits frais le plus possible. Merci, docteur. Une dernière question plus personnelle cette fois. Est-ce que vous avez une rencontre marquante avec une patiente ou un patient que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui ? Moi, je travaille à Saint-Antoine dans un centre où on suit des patients qui ont des maladies graves, qui correspondent pas à l'ensemble de la population des patients atteints de Mickey, mais donc on a des formes graves. Et je me souviens d'une patiente qui avait une maladie de Crohn très sévère, qui nécessitait une chirurgie assez lourde. Et en fait, elle souhaitait pas être opérée. C'était une jeune patiente parce qu'elle avait un projet de grossesse. Et en fait, elle pensait que la chirurgie pouvait en fait réduire ses chances d'avoir un enfant. Et donc, on a eu du mal à convaincre, alors que sa maladie était quand même très active. Et pour nous, il n'y avait pas d'autre solution que l'opérer. Elle a pu être opérée et ça s'est bien passé. Et donc, je l'ai revue 1 an après et là, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. C'est sûr que nous, quand on arrive à accompagner les patients dans leur projet de vie, c'est vraiment ce qui est le plus important et qu'ils arrivent à avoir la vie la plus normale possible, malgré, même dans des formes sévères, on peut aboutir, conclure les projets qu'on souhaite. Ça, c'est vraiment notre but en tant qu'équipe soignante. Merci, docteur.